On a toujours vendu Paris comme une ville de sport, mais certainement pas de foot. Pourtant, le football a toujours eu sa place à Paris, et il en prend de plus en plus. Ces dernières années ont vu plusieurs clubs du territoire débarquer dans le monde professionnel, mais tous ont un problème en commun, les infrastructures. Et la question que l'on retrouve sur les lèvres de tous les supporters est: où jouera-t-on demain? Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Parlons Paris FC. Je suis hyper content de vous retrouver pour le grand retour du Culture Foot sous un nouveau format et j'espère que vous allez apprécier. Je vous propose aujourd'hui de faire un point de situation sur les projets de stade du Paris Saint-Germain, du Paris FC et du Paris 13 Atlético. On va essayer d'imaginer ensemble l'avenir le plus probable de ces trois dossiers qui, vous allez le voir, sont intimement liés. Juste avant qu'on démarre, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun des futurs épisodes du Culture Foot. Allez, on y va. On commence avec le plus gros dossier, celui du Paris Saint-Germain, qui cherche donc un stade entre 60 et 80 000 places pour être large, dont il serait propriétaire. En plus de la capacité supérieure au parc actuel, ce que recherche le club, c'est avant tout du foncier pour pouvoir créer un véritable campus de services et de commerce. La première option se situe dans l'Essonne, au sud de Paris, à proximité immédiate du pôle de Massy-Palaiseau. Elle présente de nombreux avantages. Le site dispose d'une surface importante et d'une excellente desserte. En effet, on y retrouve aujourd'hui les RER B et C qui desservent la gare de Massy-Palaiseau, tout comme le réseau TGV, ce qui peut être idéal pour les visiteurs, ainsi que la future ligne 18 et l'actuelle T12. Le tout en étant proche de l'aéroport d'Orly et des axes routiers majeurs. Au niveau contrainte, un tel projet nécessiterait le réaménagement d'une partie de la gare et du secteur commercial, sachant que la mairie massicoise a imposé le maintien du carrefour durant toute la durée des travaux. Elle a également conditionné le projet à un référendum local. Proche du centre d'entraînement actuel du PSG, cette seconde option est la plus proche des terres historiques du club. Si les axes routiers majeurs sont présents, on est néanmoins sur un site qui est un peu plus éloigné de Paris et surtout un peu moins bien desservi. On y retrouve les RER A et E, mais on est surtout très éloigné des aéroports de Roissy et d'Orly, tout comme des gares grandes lignes. La région a également imposé le maintien des activités industrielles sur le site, en sachant que Stellantis a déjà indiqué qu'il prévoyait de son côté une reconfiguration du site et qu'il était tout à fait possible pour lui de mettre à disposition la surface nécessaire au PSG pour remplir son projet, tout en maintenant une activité viable sur le site. La dernière option, c'est évidemment la préférée de tous les supporters, à savoir un agrandissement de l'enceinte historique pour lequel le club a déjà réalisé un chiffrage. Le sujet ici, il est bien plus politique qu'autre chose. La précédente équipe municipale emmenée par Anne Hidalgo s'était montrée relativement opposée à la vente du parc et après plusieurs échanges de tirs par presse interposée, la direction du PSG avait lancé des recherches pour aboutir aux deux solutions qu'on vient d'évoquer. Mais la situation a connu un tournant majeur après les municipales puisque le nouveau maire Emmanuel Grégoire avait fait de la vente du stade l'une de ses priorités de campagne. Il a depuis renoué le dialogue avec le club et il œuvre activement pour une issue positive de ce dossier. L'inconnue, au-delà de la décision des dirigeants du PSG, elle reste dans le comportement que va adopter la nouvelle mairie dans les négociations. Est-ce qu'elle sera trop gourmande pour le Parc des Princes en lui-même? Est-ce qu'elle sera trop gourmande pour les aménagements des abords? Rien n'est moins sûr. Pour notre club de cœur, le sujet est un peu plus complexe et surtout un poil plus important. En effet, hormis le séjour de l'équipe première au stade des Girines, le club n'a jamais eu de stade propre et c'est justement tout l'enjeu aujourd'hui. Le Paris FC aimerait donc disposer d'un stade de 30 à 35 000 places dans un premier temps au moins, sur Paris Intramuros pour s'y ancrer durablement. Actuellement, le club est co-résident du stade Jean-Bouin et bien que le contrat d'occupation du stade doive être renouvelé en 2029, soit la date à laquelle le contrat de colocation du Paris FC prendra fin, ce dernier ne devrait pas pouvoir répondre à l'appel d'offres. Le stade français s'étant en effet montré très clair quant à sa volonté de garder son écrin. Le stade des Girines est un stade qui peut faire rêver les supporters les plus historiques du club. Néanmoins, ce site ne devrait pas non plus être retenu pour plusieurs raisons. À l'époque déjà, on évoquait l'accessibilité et la fréquentation du quartier. Aujourd'hui, on pourrait y rajouter la surface restreinte qui est insuffisante pour implanter un stade moderne, et ce, même en cas de couverture du périphérique.
Et si on parle de couverture du périphérique, il faudra bien évidemment parler de coûts. Au-delà de ça, le secteur de la Porte de Montreuil fait actuellement l'objet d'un programme de transformation majeur qui promet une végétalisation importante et un adoucissement des mobilités pour une meilleure qualité de vie pour les riverains dans ce secteur qui est particulièrement difficile. Alors pourquoi pas un retour à Charléty? Après tout, c'est ce qui avait été évoqué par la direction lors du déménagement à Jambouin. Mais là encore, le sujet n'est pas simple. Charléty nécessite une transformation profonde dont les grandes lignes ont déjà été étudiées par le président Ferracci et soumises à l'équipe de l'ancienne mairie de Paris, Anne Hidalgo. Malheureusement, le PUC, résident principal actuel et destinataire historique de cette infrastructure, a déjà manifesté à plusieurs reprises son opposition très ferme à toute modification, son président déclarant même dans la presse à l'époque que l'avenir du Paris FC ne se trouverait peut-être pas à Charléty. Le sujet soulèverait également d'autres interrogations mineures comme l'avenir du Paris Volley, puisqu'on ne sait pas à ce jour si la transformation du stade inclurait une conservation ou une destruction de la salle Charpie qui est située juste en dessous. On peut également évoquer le CNOSF et la FFA dont les sièges se trouvent au sein du stade, bien que selon moi ces institutions ne devraient pas représenter un réel obstacle tant il y a de bureaux vides à Paris. Au-delà de ça, c'est donc la mairie de Paris qui a les moyens de débloquer ou non ce projet en tant que propriétaire de l'infrastructure. Le nouveau maire Emmanuel Grégoire est actuellement occupé à gérer le gros dossier du Parc des Princes, mais il semble prêter un peu plus d'attention au Paris FC que sa prédécesseur. Néanmoins, il devra se pencher sur le sujet du stade Charléty assez rapidement, notamment parce qu'un nouveau prétendant pointe le bout de son nez avec lui aussi un besoin de solution assez rapide. Et oui, car le Paris 13 Atlético, futur club professionnel pensionnaire de Ligue 3, joue actuellement dans le stade Pelé. Et comment dire que ce stade n'a réussi qu'à faire l'unanimité contre lui malgré de légers travaux, tant il est inadapté même au niveau national. Alors avec le démarrage imminent de la Ligue 3, pour laquelle le club vient de valider son billet, le Paris 13 a déjà acté un déménagement dans la durée à Charléty. Le stade Pelé serait quant à lui, doté d'une nouvelle tribune couverte de 3 à 5 000 places et deviendrait le poumon de la formation du club. L'équivalent d'un stade d'Égérine pour le Paris FC. Pour un stade qui n'a jamais connu la rentabilité ni l'affluence régulière dans son histoire, hors stade français et très récemment le Paris FC, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la mairie de Paris d'avoir désormais une bataille entre 3 clubs pour la résidence. Néanmoins, il n'est pas certain que les directions du Paris FC et du Paris 13 aient prévu dans leur plan de partager leur maison. Dans l'hypothèse où le Paris FC aurait poursuivi son travail sur un retour dans un Charléty transformé, le Paris 13 s'affiche donc comme un nouveau concurrent et de taille. Et si finalement la solution la plus efficace pour le Paris FC était aussi la plus radicale? Construire un nouveau stade. Pourquoi pas, me direz-vous, mais si vous êtes francilien, je vous vois déjà venir en me disant « Oui, d'accord, Mamba, mais où ?» On apprend aujourd'hui dans le Parisien que cette solution prendrait de plus en plus de poids et la région aurait même été sollicitée en ce sens. Moi personnellement, je me suis prêté à l'exercice pour trouver un terrain qui pourrait correspondre aux attentes du Paris FC et j'ai utilisé comme premier critère le secteur. Pierre Ferracci avait déjà exprimé sa volonté ferme de rester sur Paris. J'ai fait preuve d'un poil plus de raison et j'ai élargi le secteur de recherche à la Petite Couronne et plus particulièrement au secteur Est et Sud puisque le club est déjà implanté sur ces secteurs. En second critère, j'ai choisi la disponibilité du terrain. En effet, on a certains terrains qui peuvent paraître pertinents, mais qui sont déjà soumis à des programmes de requalification majeure, plus ou moins avancés, comme on l'a vu avec le stade d'Égérine à Porte de Montreuil par exemple. Ensuite, on va essayer d'estimer la faisabilité technique, on va analyser la desserte du site, et pour finir, on va essayer d'estimer le nerf de la guerre, à savoir le coût. On commence par le secteur Masséna, qui est plus connu aujourd'hui sous le nom de ZAC Rive Gauche. On est donc dans le 13e arrondissement, au sud de Paris, terrain bien connu du Paris FC, à proximité du stade Charléty, à proximité plus immédiate du stade Pelé, des Tours du Haut, et on n'est pas loin non plus de la bibliothèque François Mitterrand. L'idée ici, ce serait de couvrir le faisceau de la SNCF en surface suffisante pour pouvoir construire le stade sur la dalle. Pourquoi c'est crédible techniquement ? Parce qu'en réalité, une part non négligeable de cette ZAC est déjà construite sur ce modèle et que des précédents existent. On peut citer par exemple Chelsea,
qui avait prévu la construction de son nouveau stade au-dessus d'un triangle ferroviaire à Londres. On peut également citer Boca Juniors qui avait prévu à un moment donné l'agrandissement de la Bombonera au-dessus de la voie ferroviaire qui est construite au pied du stade. Donc pour l'emplacement, on serait bon. Pour la faisabilité technique, on serait bon. Néanmoins, si on pense sur la disponibilité du terrain, ça coince. La couverture de cette zone nécessite en effet l'accord absolu de la SNCF qui est propriétaire. Et là aussi, on a un précédent. Est-ce que vous connaissez le FUP, ou franchissement urbain de Pleyel? C'est une passerelle énorme qui a été construite à Saint-Denis dans le cadre des JO 2024 pour relier le quartier Pleyel et sa nouvelle gare au Stade de France situé de l'autre côté d'un des plus gros faisceaux SNCF de la région. Sa réalisation a été l'objet de longues négociations avec la SNCF qui a finalement accepté en posant ses conditions, à savoir zéro impact sur l'exploitation. Bon, il n'y a pas eu zéro impact, mais effectivement, il y en a eu très peu compte tenu de l'ampleur du projet. Malheureusement, moi, je dirais qu'il y a fort à parier pour que la SNCF ne renouvelle pas l'expérience à Masséna. Et pour être franc avec vous, j'avais eu l'info que le club avait effectivement sondé ce secteur à un moment donné, mais qui s'était confronté à un refus catégorique de la part de la SNCF. Alors, vrai ou pas cette info, je ne sais pas, mais je vous la pose là, au cas où. Niveau coût, on est bien évidemment sur un projet très très cher, compte tenu de la complexité technique. Et si l'on reprend pour comparaison le projet de Chelsea, il était estimé à 2 milliards d'euros pour un stade de 60 000 places. J'ai oublié d'évoquer la desserte, mais on est sur un site qui est proche du périph' et de l'autoroute A4, donc très accessible, notamment en transport en commun par le tramway T3 aujourd'hui, le RERC et la ligne 14 du métro, potentiellement la ligne 10 qui serait prolongée à l'avenir, avec notamment une station de métro qui devrait se situer au pied des tours du Haut. On est donc sur un site qui est très bien desservi et c'est aussi ça l'avantage de pouvoir être sur Paris intramuros. Deuxième secteur potentiel, la ZAC voisine de Bercy-Charenton. Alors je refais pas l'analyse complète parce que l'hypothèse ici elle repose sur le même principe que la ZAC de Paris-Rive-Gauche. On va simplement s'intéresser à la disponibilité puisque la ZAC est soumise à un programme de requalification qui, contrairement à la Porte de Montreuil, il est encore flou dans l'essentiel. Les grandes lignes sont définies, certes, à savoir un quartier ouvert, apaisé, écologique et la destruction du centre commercial Bercy 2. Les détails du programme ne sont pas encore gravés dans le marbre et il est peut-être encore temps de s'asseoir autour d'une table et de proposer un projet de stade qui serait en accord avec la philosophie du projet. Ça pourrait être par exemple l'équipement majeur qui viendrait remplacer Bercy 2 en tant que lieu de vie et autour duquel le futur quartier pourrait s'articuler. Pour le point financier, j'estimerais un impact similaire à Masséna, même si dans le cadre de la ZAC, certains frais pourraient éventuellement être pris en charge par les collectivités. Toujours dans le sud-est de Paris, on va évoquer un site dont vous avez débattu sur les réseaux, à savoir la pelouse de Reuilly. Donc là, on est situé dans le 12e arrondissement, à Porte de Charenton, et c'est un endroit qui est bien connu des Parisiens puisqu'il accueille chaque année la Foire du Trône, la plus grande fête foraine d'Europe. Du coup, il n'est pas dispo le terrain. Alors effectivement, sur le papier, non. Mais je doute pas qu'on puisse trouver aisément une solution pour reloger les forains et donc la Foire du Trône sur un autre site qui serait tout à fait viable. Techniquement, financièrement et légalement, par contre, ça coince très fort. Techniquement déjà, car il y a dans le sous-sol d'anciennes carrières de calcaire qui nécessitent un travail complexe et des fondations, et donc des délais et une explosion du budget. Légalement, la pelouse de Reuilly fait aussi partie du bois de Vincennes, et elle est donc une zone protégée par le PLU, mais aussi par les lois environnementales. Donc je vois déjà les difficultés que la région a pour prolonger la ligne 1 du métro au-delà du château de Vincennes. À mon avis, ça passera pas. Côté desserte, on était pourtant bien avec une ligne de métro, à savoir la ligne 8, qui a déjà l'habitude de desservir du coup des sites avec des événements majeurs, et le tramway T3. Si Paris semble être une forteresse administrative infranchissable, le salut ne viendrait-il pas de la banlieue proche ? Descendons un peu vers le sud, à Vitry-sur-Seine. Vitry, ville majeure du Val-de-Marne, rendue célèbre par de nombreux rappeurs.
est une ville en pleine mutation qui s'apprête à exploser les compteurs, notamment grâce à 2 projets majeurs, la ZAC des Ardoines et la ZAC de la gare de Vitry. Et il se trouve qu'entre ces 2 secteurs se trouve un site industriel à l'abandon et dont le sort n'a pas encore été scellé. Côté disponibilité, donc, tout va théoriquement bien. La mairie ne devrait pas s'opposer à la transformation d'une verrue en lieu de vie et d'activité, notamment économique. Techniquement, il y aurait là aussi possiblement d'anciennes carrières, donc ça aurait une influence sur le coût de réalisation, tout comme l'opération de dépollution des sols qui sera très probablement nécessaire. La contrainte majeure se situe, à mon sens, juste là. Et oui, la Seine, si proche, pourrait nous offrir un décor magnifique, façon Everton, mais elle signifie surtout qu'on est en zone inondable et que pour éviter de se retrouver avec un stade de la Mosson à Vitry, des mesures devraient être prises. Et on vient de faire exploser le budget. Côté accessibilité, on était plutôt sur un très bon élève, enfin futur très bon élève. Le site est en effet desservi par le RERC aujourd'hui, un métro dont la construction n'en finit plus, une autre ligne qu'on a évoquée juste avant, à savoir la ligne 10, possiblement prolongée, une ligne de bus à haut niveau de service dont la mise en service ne voit jamais le jour, et une ligne de Transilien à l'étude, ainsi que l'autoroute A86 pas très loin. On a également l'avantage de se trouver à proximité du centre d'entraînement d'Orly, où le Paris FC est en train de pérenniser sa présence. On l'a donc vu, bâtir à Paris, c'est une course d'obstacles où la politique, la technique pèsent autant que les millions d'euros. Pour le PSG, le parc reste le cœur, mais pour le Paris FC, le temps des valises doit se terminer. Rester locataire à Jean-Bouin ou dans un stade Charletti actuel, c'est accepter de vivre chez les autres. Pour franchir le cap de la Ligue 1 durablement, notre club a besoin de son propre jardin et de son propre ancrage. Personnellement, le projet de Vitry me semble être le plus audacieux, mais le plus cohérent avec l'identité formatrice du club. C'est radical, c'est hors des murs, mais c'est peut-être là que s'écrira notre histoire pour les 50 prochaines années. Et vous, si vous aviez les clés du club et un carnet de chèques illimité, quel choix feriez-vous ? Rester à Charletti coûte que coûte ou tenter l'aventure en banlieue ? Débattez-en en commentaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas le petit pouce si c'est le cas, abonnez-vous. C'était Mamba pour Culture Foot, allez Paris FC.